Il y aura le replay de ce webinaire qui sera disponible sur la chaîne YouTube Grand Est 100% ENR, hein, qui est la chaîne YouTube des réseaux Géclair et Générateur. Merci de couper vos micros. On pourra vous autoriser, enfin vous pourrez les rallumer en cas de questions à la fin, mais les questions on se les garde pour la fin. Donc à savoir que vous avez un espace de discussion qui s'appelle chat, hein, quand vous allez normalement en bas dans votre Zoom, qui est l'endroit où vous pourrez poser toutes vos questions. Ça nous permettra de les modérer parce qu'on ne doute pas qu'il y en aura des tas, alors il faudra peut-être choisir un petit peu. Voilà, et puis vous aurez la parole éventuellement pour poser vos questions à la fin. En tout cas, aujourd'hui, on a un intervenant qui est Thierry de la Roche-Lambert qui présentera qui va s'occuper de faire la présentation. Mais avant de le laisser intervenir, je vous donne juste quelques dates et puis les tenants et aboutissants de ces DGNR. Vous pouvez déjà noter les prochaines dates qui sont sous vos yeux. Alors les cartes sont pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas tous les thèmes sont là pour toute l'année 2025. Et je vous propose aussi nos prochains événements. Alors, on n'a pas forcément le temps de tous les lire, mais je vais peut-être simplement en souligner deux. Le 25 mars, il y aura la visite du parc au sol d'Écrouves, hein, dans le cadre des visites organisées par Climaction, qui est la plus grande installation photovoltaïque citoyenne du Grand Est. Et un petit message pour les collectifs citoyens, le 26 mars, on organise un atelier en visioconférence pour les collectifs débutants sur la question des quelles formes juridiques et comment rédiger ces statuts. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'inscrits, il y a de la place. Je me permets aussi de présenter nos associations. Le DGNR est organisé par trois associations. L'Agence locale de l'énergie pour la région de la Champagne-Ardenne, Lorraine Énergie Renouvelable et Alter Alsace Énergie, qui portent les deux réseaux, le réseau Les Générateurs, qui est le réseau de conseil pour les collectivités sur les questions d'énergie renouvelable, et le réseau Géclair, qui est le réseau d'accompagnement, le réseau de l'énergie citoyenne en Grand Est. Nous sommes financés par Climaction, donc c'est-à-dire la région Grand Est et l'ADEME, pour faire rayonner l'énergie citoyenne dans notre belle région. Et voilà, c'est déjà le moment de passer la parole à Monsieur Thierry de la Roche-Lambert qui nous rejoint aujourd'hui, qui est notre invité pour ce DGNR et qui va nous parler de stockage puisque c'est le thème qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui. Thierry, je te laisse la parole et il me semble qu'il va falloir que j'arrête de partager pour que tu puisses prendre la main. Très bien. Alors, on va chercher. Ok, ok. Alors, je vais On chercher. voit ton écran, Thierry. C'est parfait. Et là, On n'est pas en plein écran, mais on voit ce qu'il y a, oui. d'accord, donc je peux le mettre en plein écran, comme ça va? Là, c'est super. Bien, voilà, voilà. Bien, alors, je vous remercie à tous de m'avoir invité à vous présenter l'état un petit peu des connaissances qu'on peut avoir sur les stockages d'énergie. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis le terme énergie au pluriel parce que bien souvent, on, on pense essentiellement aux énergies électriques, mais en fait, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de l'ensemble des énergies, des formes d'énergie, donc entre autres chaleur, froid, euh, combustible également, et bien sûr électricité. Voilà. Alors, je me présente brièvement puisque je ne suis pas sûr que tout le monde me connaisse. Je suis chercheur actuellement associé à l'Institut FEMTO-ST, département énergie. Cet institut, c'est le plus grand institut de recherche en sciences physiques et industrielles appliquées de la France, et il est situé en Franche-Comté. Je suis dans ce laboratoire, je suis responsable du pôle magnétocalorique, c'est-à-dire des machines, des futures machines de froid et de pompe à chaleur basées sur le magnétisme. Auparavant, j'étais à l'Université de Haute-Alsace, au laboratoire de gestion des risques et environnement. Et sinon, je suis physicien, énergéticien, chimiste, agrégé et docteur en énergétique et anciennement chaire supérieure de physique. Voilà. Alors, j'ai
ça fait à peu près, ça fait plus de 40 ans maintenant que je travaille sur, les énergies et ça fait, une trentaine d'années que je fais de la recherche et j'ai, beaucoup, d'activités dans pas mal de domaines, en particulier sur, les systèmes énergétiques et c'est là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui, hein, sur l'ensemble des systèmes énergétiques et plus particulièrement les systèmes énergétiques, basés sur les énergies renouvelables et on discutera un petit peu de ça. Et sinon, je suis membre du conseil scientifique de l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que du conseil territorial de la transition énergétique de l'EMS. Je suis, membre également, enfin contributeur, actif de la société, stratégie française, énergie-climat qui, est un petit peu dans les limbes en ce moment et j'ai, participé aussi à un certain nombre d'expertises publiques dans les missions d'information et d'énergie que vous voyez ici, en particulier sur la géothermie profonde, de l'EMS, mais aussi sur le nucléaire puisque je travaille aussi beaucoup sur la sûreté nucléaire et les risques. Voilà. Mes travaux sont très, 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 très vastes, hein et donc là, actuellement, je vais maintenant m'intéresser davantage à tout ce qui concerne les systèmes énergétiques, renouvelables intelligents. Alors je passe très, très vite tout de suite, hein, sur les défis climatiques et énergétiques parce que ça, je pense que vous connaissez bien. Donc, j'ai pas restructuré j'ai pas eu le temps de ma présentation pour vous. Je vais tout de suite aller à ce que j'appelle donc les séries, donc les systèmes énergétiques renouvelables intelligents dans lesquels s'inscrit, la problématique du stockage des énergies. Alors, qu'est-ce que c'est que les séries? C'est les systèmes énergétiques renouvelables intelligents. C'est un concept que je mets au point à partir du concept de Smart Energy Systems que les Danois et mon collègue, Henrik Lund, à l'université de Aalborg au Danemark, sur lequel il travaille depuis pratiquement, 1999, hein. Donc, c'est, le département énergie de cette université qui, travaille énormément. C'est un premier publieur, mondial, hein, sur ces systèmes-là et surtout et je vous en reparlerai évidemment après, ils le mettent en pratique, directement au Danemark. Alors le concept de Smart Energy Systems, ça c'est, le fait de lier ensemble des différents, réseaux d'énergie, que ce soit chaleur, froid, gaz et électricité et de le relier tout ce système-là à des stockages multi-énergie. Alors ça, c'est la base de ces systèmes. Alors le smart, donc le concept de série, donc système énergétique renouvelable intelligent, il dérive de ça avec une spécificité, c'est que toutes les énergies sont supposées, venir des énergies renouvelables et appliquées localement à tout type de territoire, c'est-à-dire de l'échelle vraiment locale, même très locale, le quartier urbain ou la ville ou le village, jusqu'à la région, et puis jusqu'au pays. Donc, ça, c'est une chose et d'autre part, il est relié, il intègre également dans une vision holistique évidemment, les stockages dont je vais parler tout de suite, mais également tout ce qui est flux, énergétique et flux d'eau en particulier, émissions de, gaz à effet de serre et biodiversité. Et ça, c'est très important parce que, on ne peut pas, omettre ceci. Alors, le, système énergétique renouvelable intelligent, avec ces stockages, voilà grosso modo une architecture sur laquelle on peut s'attarder un tout petit peu, puisque, comme vous le voyez, vous avez à gauche l'ensemble des énergies que l'on va stocker et utiliser soit directement, soit après stockage, et après conversion, parce qu'on ne peut pas forcément directement les consommer. Et puis, vous avez donc en bleu les différents stockages au sein même du système, donc multi-énergie, comme vous le voyez. Et en jaune, vous avez toutes les unités de conversion qui vont permettre d'alimenter à droite tout ce qui est énergie finale utile. C'est-à-dire que
les différents consommateurs, quel que soit le secteur économique, industriel, domestique ou tertiaire, plus le transport, va consommer. Ce sont les besoins réels, finaux et qui peuvent évidemment être satisfaits par différents types d'énergie. Alors, le but de ces systèmes, c'est d'être le plus efficace possible et le plus soutenable possible. Il repose en très grande partie sur l'utilisation la plus efficace, à mettre en œuvre, pour qu'il y ait une bonne adéquation entre les besoins finaux et les productions, primaires et ceci dans tous les domaines. Donc réseau de chaleur en particulier, alors les plus performants, hein, c'est-à-dire les quatrième et les cinquième générations. L'écogénération et trigénération qui font à la fois de la chaleur et du froid et qui sont d'autant plus efficaces qu'ils sont connectés à des réseaux de chaleur. Les différents types de pompes à chaleur industrielles, y compris, à absorption, ainsi que les, productions de froid, puisque c'est lié. Les différents types de transports, essentiellement électriques, parce que ce sont les plus efficaces d'une part, et d'autre part, ils permettent de stocker également, le vecteur électrique. Et concernant la, soutenabilité, évidemment, le fait qu'on ait le maximum de possibilités d'utiliser les énergies renouvelables directement localement, voire en avoir davantage, donc pouvoir stocker les excédents temporairement et stocker également donc le carbone, émettre le plus négativement possible les gaz à effet de serre, donc ça fait partie de la réflexion et puis tenir compte des recyclages et de l'utilisation de la matière. Voilà, donc c'est grosso modo cette philosophie, que je vous présente et ici, je vous mets juste un tout petit exemple sur les véhicules électriques. Les véhicules électriques, en plus du transport en commun électrique et des différentes mobilités douces, hein, les véhicules électriques vont pouvoir jouer un rôle très important, non seulement pour, éliminer les pollutions, atmosphériques, éliminer aussi les consommations, d'énergie fossile, mais surtout, grâce à leur, grande efficacité, permettre d'utiliser le moins d'énergie primaire pour, heu, répondre aux besoins de déplacement et l'efficacité qui est très élevée, hein, pour les véhicules électriques en général, permet donc, de stocker de manière temporaire, mais massivement sur l'ensemble, du série. Alors ça peut être très local, hein, et c'est avant tout local, mais ça peut être aussi dispatché sur l'ensemble d'un grand territoire comme le Grand Est, par exemple ou la France, ça permet de stocker de grandes quantités d'énergie et en particulier des énergies variables renouvelables, que sont l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque. Donc ça joue un rôle très important. En plus de ça, ça permet de faire de la puisque ça permet de stocker, ça permet de participer à la flexibilité locale des réseaux. Voilà, donc ça, c'est, un des avantages, en particulier donc de cette brique que constitue le véhicule électrique à recharge en mode V2G, c'est-à-dire Vehicle to Grid, en mode bidirectionnel. On charge et on décharge les batteries ou une portion de la batterie, pour le service, électrique. Alors, l'intérêt, c'est que ces couplages permettent de faire des économies d'échelle dans les stockages et aussi dans les productions. C'est très, très lié, on ne peut pas séparer les 2 et en particulier donc, heu, le fait qu'il y ait la chaleur est le principal besoin, de d'énergie de nos sociétés. C'est en général de l'ordre de 50. Ça fait que la chaleur est réellement au cœur des systèmes énergétiques, renouvelables intelligents et en particulier les stockages. De plus, la chaleur est le moyen le plus économique de stocker l'énergie. C'est beaucoup moins cher de stocker la chaleur, basse température et moyenne température, que de stocker l'électricité. Donc ça ne répond pas du tout aux mêmes utilisations, aux mêmes besoins et il est très important de pouvoir regarder l'ensemble, parce que si on raisonne, sur le stockage en termes en silo, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire stockage électrique d'un côté uniquement pour les usages électriques
et puis, stockage de chaleur uniquement pour les besoins de chaleur, et cetera, et le gaz pour le gaz. Et si on regarde les investissements nécessaires pour faire, heu, pour répondre, à l'utilisation des énergies finales non utilisées, mais distribuées, ce qui est très différent. À ce moment-là, on s'aperçoit que si, par exemple, on veut électrifier beaucoup, les différents usages, ce qui est dans l'air du temps, on pourra en reparler. Et bien, à ce moment-là, ça voudrait dire que, soit on a pour, assumer les variations des besoins des utilisateurs, tout au long de la journée ou des mois ou des saisons, et d'un autre côté pour, lisser les variations ou répondre plus exactement aux variations de production, des énergies renouvelables. On serait alors, si on ne tient compte que de ça, on serait obligé de stocker massivement et à des coûts très, très élevés l'électricité, pour simplement, utiliser ce vecteur, et ça, pour des besoins qui sont essentiellement, chaleur. Donc l'idée, c'est de passer de se fixer sur les besoins, réels, finaux dont j'ai parlé, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il est bien plus intéressant d'utiliser, par exemple, les réseaux de chaleur avec des systèmes de, 4e génération, voire 5e génération. 4e génération, si vous voulez, c'est de la basse température, les réseaux de chaleur basse température qui sont à des échelles locales. Basse température, c'est-à-dire, entre 30 et 50 degrés, même pas. Donc c'est autour, on n'est pas très, très loin finalement des besoins finaux, et pour le chauffage basse température, et ceux-là sont beaucoup plus efficaces, et en plus de ça, ils sont couplés au réseau de froid, soit séparés, soit intégrés. Donc quand ils sont intégrés, c'est plutôt et dispatchés, dans le réseau, ça c'est plutôt de 5G, et quand ils sont à l'intérieur d'un, enfin, quand on couple les 2 réseaux de froid et de chaleur, c'est plutôt le 4G. Les 3G, encore actuellement utilisés, ce sont les réseaux traditionnels où on est à 60-70, degrés, voire 80. Et donc là, le stockage prend tout son sens parce que, il va répondre au besoin réel qui est le besoin de chaleur. Avec, en particulier ici à gauche, vous voyez en bas, sur les photos, des stockages de très massifs, donc qui sont réalisés sur les réseaux de chaleur, au Danemark, pour permettre le stockage hebdomadaire ou saisonnier, voire les 2, de chaleur sous forme d'eau chaude qui est enterrée soit dans le sol, soit dans des cuves, à côté des unités de cogénération. L'autre intérêt de ces réseaux de chaleur, c'est de coupler avec l'électricité, et donc d'utiliser la cogénération qui, elle, va servir justement de pilotage de la demande électrique en particulier et de la demande de chauffage, alliée au stockage de chaleur, ce qui permet de sous-dimensionner les installations. Et ça va répondre en particulier, aux besoins, d'utiliser les excédents d'électricité, par exemple éolienne ou photovoltaïque, qui souvent sont, en surproduction, qui seront de plus en plus en surproduction, qui le sont déjà au Danemark, hein, pour, justement le transformer en chaleur parce que les besoins essentiels, c'est la chaleur, c'est pas l'électricité, et ça permet donc de stocker ces besoins-là, enfin ces quantités de surplus d'électricité grâce à des grandes pompes à chaleur de coefficient de performance très élevé de l'ordre de 6 industriels, donc branchés sur ces réseaux de chaleur, de, de stocker, sur de longues durées, la chaleur grâce à l'électricité renouvelable en excès, ce qui permet d'éviter d'arrêter par exemple les éoliennes, ou de faire, d'utiliser par exemple en hiver des unités pour les besoins en pointe de chauffage qui sont les centrales thermiques. Voilà, donc ça économise la biomasse. Ça, c'est très important. Voilà. Alors cette conception, elle permet aussi d'intégrer des systèmes extrêmement performants comme l'hydrogazéification de déchets végétaux. Ça, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour utiliser la biomasse de déchets. On a également la possibilité d'utiliser, toujours, pour en cogénération, la gazéification hydrothermale des effluents urbains qu'on n'utilise pas du tout, hein, actuellement en France. Mais il y a des installations maintenant qui fonctionnent très bien et qui permettent de récupérer de l'énergie, donc en énergie positive, grâce à la gazéification des déchets, en particulier d'éliminer les polluants comme, les PFAS par exemple, ou les pesticides qui sont dans l'eau,
et de stocker de l'énergie sous forme de gaz et de l'utiliser en cogénération. Alors, je ne reviens pas sur les réseaux 4G, 5G, c'est un peu complexe, donc on peut revenir. Encore une autre possibilité, c'est de coupler de la chaleur solaire thermique, basse température ou moyenne température, alors soit avec des champs plans, alors il y a beaucoup au Danemark qui sont directement branchés sur les réseaux de chaleur, soit avec des concentrateurs à miroir de Fresnel, par exemple les techniques ELIAC, hein, au Danemark, qui permettent de produire la chaleur entre 150 et 350 degrés, le stocker sous forme de chaleur dans des lits de roches qui sont isolés, et à partir de là, produire soit de l'électricité, soit de la chaleur, ou les deux, en cogénération, pour alors les industriels, donc chaleur moyenne température, et aussi pour les réseaux de chaleur en basse température en utilisant le condenseur. Voilà, donc ça marche vraiment très, très bien et ça fait de la chaleur à basse température. Alors les stockages énergétiques maintenant, il faut regarder l'ensemble. Il faut regarder à la fois les capacités de stockage en termes de quantité d'énergie à stocker, donc les volumes, et puis les durées de stockage. Donc c'est l'ensemble de ces paramètres qui vont s'intégrer dans les systèmes futurs, qu'on peut déjà faire, parce qu'au Danemark, ils le font déjà, hein, avec évidemment pas du tout les mêmes échelles de temps, d'espace, bien sûr. Et surtout, on peut regarder, si on a une vision d'ensemble de ces stockages, comment les différents besoins en termes d'électricité, de chaleur, de froid peuvent être utilisés selon les durées nécessaires. Et ça, c'est un résumé, si vous voulez, graphique. Mais ce qui est très important, c'est que on arrive maintenant assez bien, grâce à l'expérience danoise en particulier, mais il y a d'autres pays qui se sont aussi investis là-dedans, mais c'est le Danemark qui est le plus en avance. On peut réellement bien dimensionner ces capacités-là et les adapter aux besoins finaux. Et c'est ça qui est vraiment très important en assumant toutes les échelles de temps. C'est pour ça que je parle de système intelligent, parce que l'intelligence va servir à faire à la fois de l'effacement de pointe, donc du lissage, mais en même temps de la flexibilité des demandes. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça évite de surinvestir dans les équipements, à la fois de production et de stockage, et ça permet donc de faire baisser tous les investissements et ça permet aussi de répondre au mieux aux besoins. Voilà, selon les différentes échelles de temps et aussi de température, par exemple, pour la chaleur. D'autre part, ça permet de faire des couplages, donc des différentes énergies entre elles, parce qu'on peut stocker la chaleur pour refaire l'électricité après, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec des turbines ORC. On peut également donc utiliser les complémentarités, par exemple, entre le solaire et le vent, qui sont souvent déphasés entre l'été et l'hiver, ça je l'ai déjà dit. Alors, les calculs, si vous voulez, si on fait pas ces couplages, c'est les coûts qui ont été calculés, par exemple, à gauche ici, au Danemark, selon les différents types de systèmes, on s'aperçoit qu'on a des investissements qui sont extrêmement élevés. Si on regarde, par exemple, si on ne met pas les stockages et si on regarde les coûts sans stockage. Voilà pour les différentes solutions qui permettent d'assurer les besoins. On s'aperçoit que, par exemple, pour les systèmes qui permettent d'utiliser les systèmes énergétiques renouvelables, c'est ici, je ne sais pas si vous voyez c'est la petite colonne à droite de la figure de gauche, que j'ai entourée en rouge. Voilà, ça, on n'a pas les stockages. Et ce sont des coûts qui sont tout à fait, bon, à peu près équivalents selon les différents types de systèmes. Mais en revanche, à droite, quand vous regardez les différents investissements avec les stockages, si on veut répondre aux besoins de stockage pour faire les lissages, pour faire les flexibilités, si on fait du raisonnement en silo, on se retrouve donc avec des solutions extrêmement coûteuses. Donc les investissements sont en milliards d'euros, hein, et on voit que les systèmes qui ne sont pas couplés, c'est les grandes colonnes que vous voyez ici, alors que le système énergétique renouvelable intelligent avec stockage, eh bien, c'est lui qui, mais avec des ordres de grandeur très importants, est le plus économique. Et c'est ces calculs-là qu'il faut faire. Alors, l'évolution des coûts est vraiment à l'avantage de plus en plus donc, des solutions pour l'électricité en particulier, des stockages à batterie, hein, c'est clair. Mais d'un autre côté, il y a des batteries
très intéressantes également qui sont en train de monter, beaucoup plus adaptées au stockage, qui sont les batteries sodium-ion. Les batteries lithium-ion sont très utilisées, sont performantes pour le transport, mais en revanche pour le stockage, c'est pas les plus performantes et déjà, d'ores et déjà maintenant, les batteries sodium-ion sont moins chères que les batteries lithium-ion et surtout elles ont des puissances 10 fois plus élevées et elles sont sans métaux, critiques et donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est une technique en plus qui est bien maîtrisée, en Europe et en France en particulier. L'hydrogène, quant à lui, n'est pas du tout adapté. Il est beaucoup trop cher, pour le stockage, beaucoup trop cher pour le transport et beaucoup trop cher également pour le chauffage. Donc c'est pas du tout un vecteur intéressant pour les stockages d'énergie. Il est, essentiellement, à usage industriel et donc toute la question est de savoir comment le produire. Ça, c'est une autre question et on pourra en reparler si vous voulez. Donc on a des solutions évidemment, vous avez le stockage hydraulique, par gravité, hein, qui est très intéressant. Alors, il est moins intéressant que le stockage, électrique par batterie pour les usages, de petits volumes, mais pour le long terme, évidemment, il est très intéressant, parce qu'il permet de stocker des grandes quantités, hein. En revanche, en termes de puissance, non. Mais, globalement, il est intéressant. Donc on a encore en France, quelques sites qui peuvent être équipés. Dans le monde, il y en a énormément qui peuvent encore être équipés pour le stockage. Voilà, si on fait pas trop attention dans les études économiques, et ça c'est la dernière étude de l'ADEME qui le montre, hein, qui vient de sortir là, sur les coûts actualisés de l'énergie. Si on ne tient pas compte des couplages, des différents vecteurs et aussi des stockages, on a des prix, qui sont pas qui ne correspondent pas à ce qu'ils seraient si on avait des systèmes intégrés. Là, on raisonne toujours, séparément, hein. Donc quand on regarde le dernier rapport de l'ADEME, l'évolution donc des coûts, actualisés de l'énergie, hein, pas du stockage, hein. Dans, par exemple, à gauche, le chauffage domestique décentralisé, on s'aperçoit que, les poêles à bois, à bûche, hein, c'est les plus économiques. Vous avez les prix ici en en euros, hein, par mégawattheure, 109, hein, alors que si on regarde les radiateurs électriques, c'est évident, c'est beaucoup plus cher. C'est à peu près 3 fois plus cher. Heu, Si on regarde maintenant les systèmes collectifs, donc à réseau de chauffage en particulier, qui peuvent être, chaudières ou réseau de chauffage, on s'aperçoit que là, on a, le plus intéressant, c'est la géothermie. La géothermie sur aquifère, donc là, on a le coût le plus faible et donc par rapport, vous voyez ici, on rejoint le coût du gaz. Le gaz, attention, le gaz, chaudière à gaz, hein. Donc ça, c'est très intéressant. On voit que mais ça ne suffit pas. C'est parce qu'on ne prend pas en compte les réseaux de chaleur dans toute leur acception, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est les réseaux de chaleur actuels. Ils sont encore à peu près à 30 au gaz, hein. Et si on compare aussi les coûts électriques, bah, c'est le même problème. On ne prend pas en compte les couplages avec la chaleur, on ne prend pas en compte, les stockages et à ce moment-là, on a des coûts en silo et qui ne sont pas représentatifs de ce qu'ils seront, lorsqu'on développera les réseaux locaux. Et là, quand on fait des réseaux de chaleur en particulier et que l'on couple avec l'électricité, on s'aperçoit que le coût de l'électricité éolienne, qui est déjà maintenant tout à fait compétitif, hein, et les PV, les parcs PV, de photovoltaïques, eh bien, pour produire de la chaleur, on va avoir de la chaleur beaucoup plus, économique pour, cette utilisation de l'électricité, puisqu'on va utiliser des excès, en particulier, uniquement, ou on va faire de la cogénération et ça fait baisser énormément les prix, mais ce n'est pas dans l'étude de l'ADEME. Voilà, je passe très rapidement sur les différentes, voilà, je voulais juste vous montrer, les retours d'expérience danois en 2 diapos. Ils ont, pour la production électrique, comme vous le voyez, une grande production, ici, en bas à droite, par la cogénération, hein. Vous avez grosso modo, heu, ici vous avez 50 à 60 d'électricité éolienne et puis vous avez le reste qui est en cogénération, hein, tout le reste est en cogénération. Vous avez, une décarbonation extrêmement efficace qui se fait et sur la chaleur et bien, vous avez là encore une grande partie qui est en cogénération, comme vous le voyez sur le premier graphe horizontal ici, le premier.
Et si vous regardez la totalité, vous êtes à peu près 65,7% de la chaleur en réseau de chaleur qui vient de la cogénération. Ça, c'est extrêmement important parce qu'ils n'ont plus de centrales électriques qui ne soient pas raccordées à des réseaux de chaleur. Et c'est essentiellement de la biomasse et de l'électricité qui vient de l'éolien. Voilà, et du renouvelable en général. Voilà. Autre particularité très importante, le Danemark est pionnier en matière d'utilisation du solaire thermique, qui est le plus performant et le moins cher par rapport au solaire photovoltaïque déjà, mais surtout donc qui permet d'assurer très économiquement les besoins de chaleur sur les réseaux de chaleur en faisant du stockage de plus ou moins longue durée. Là, cette étude-là, qui résume un petit peu tout ça, montre qu'au Danemark, les grands stockages dans des puits enterrés, ici, vous permettent, donc c'est le graphe qui est en bas à droite, permettent d'avoir des coûts en euros par mètre cube extrêmement bas, d'autant plus bas que le volume stocké est grand. Si on fait par réservoir, donc c'est la courbe du haut, le coût est plus élevé, mais c'est pareil, les dimensions, le prix descend très rapidement avec la taille des installations. Et au Danemark, vous avez toutes les installations de réseaux de chaleur qui sont connectées à du stockage. Alors, saisonnier, pas toutes, mais de plus en plus. Même les petits villages font du stockage au minimum hebdomadaire. Et là, vous avez en photo les grandes installations solaires thermiques sur réseau de chaleur, avec stockage saisonnier. En France, on en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Voilà. Donc, je ne vous présente pas le problème hydrogène, hein, on pourra en reparler, hein, bien sûr. Je vais juste terminer ici sur voilà, c'est terminé. Sur voilà, excusez-moi, je suis sorti de mon diaporama. Voilà, je vous remercie pour votre attention et maintenant, si vous voulez, on peut discuter énergie par énergie, type d'énergie et vision d'ensemble du stockage. Moi, je travaille beaucoup avec mes doctorants et avec mes collègues aussi de l'Université de Strasbourg sur la simulation des systèmes et on s'aperçoit qu'effectivement, le stockage et l'interconnexion entre les différentes formes de réseaux d'énergie permet de faire considérablement diminuer les gaz à effet de serre, mais aussi les dépendances électriques avec l'extérieur. Donc, on peut avoir des systèmes beaucoup plus facilement autonomes à l'échelle d'une ville ou on a fait les simulations pour le département du Haut-Rhin en particulier, si on fait ce genre de système énergétique renouvelable intelligent avec stockage. Et en particulier, les connexions des véhicules électriques ou des steppes, la steppe du lac Noir, lac Blanc par exemple, si on la remet en route. Voilà, je suis à votre disposition pour aller plus en détail dans les différents types de stockage. Alors, il y a déjà plusieurs questions, dans le chat. Peut-être, comme vous parliez, du stockage, à l'échelle, des villages, au Danemark, il y a, la question de par exemple en France, est-ce que vous avez, des exemples de systèmes de stockage mis en place, par des collectivités, ou qu'on pourrait retrouver? Oui, alors il y a quelques exemples effectivement qui se mettent en place et qui vont se mettre en place, hein, mais il y en a qui existent effectivement. Je vais juste retrouver la diapositive que je vous avais montrée. Non, ça c'est pas ici. Donc ça doit être, ça c'est Danemark. Voilà, donc ça ici, si je remets, hop, voilà. Vous avez quelques installations solaires effectivement avec stockage. Je vous ai mis, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est clair, hein, malheureusement. Il y en a une ou deux de plus hein, actuellement qui se sont mises en route récemment. Je les ai pas mises, hein, je n'ai pas eu le temps, mais je vais les mettre dès que j'aurai un petit peu de temps. Heu, Avec les différents types de stockage, comme vous le voyez. Alors la 1re, alors il y a des installations qui étaient financées par un programme français, hein, donc la plus ancienne ici, qui est tout en haut. Balma et Juvignac. Et puis vous avez en 2016 des projets qui étaient indépendants, donc des communes en particulier,
Imay-Brévannes, Saint-Christophe d'Albion, il y a Vorep également, Narbonne, Grenoble, Creutzwald, et d'autres installations, deux autres qui se sont rajoutées là, depuis. Il y a également quelques projets industriels. Alors Chateaubriand, elle existe aussi depuis pas mal de temps. Elle a commencé en 2012, hein, donc elle était un petit peu pionnière, sauf qu'elle n'a pas été bien dimensionnée. Ça a été fait trop rapidement. Oh là là, je suis parti sur l'hydrogène là. Voilà. Ça a été fait trop rapidement, le dimensionnement, et ils ont pas bien dimensionné le stockage. Donc, ils n'arrivent pas à utiliser les surproductions d'été, en particulier. Donc là, ils n'ont pas un stockage suffisant pour leur production. Mais c'est très important de faire effectivement un très bon dimensionnement. On sait faire maintenant, hein, avec des bonnes simulations. Et puis, euh, bon, les retours danois, moi je suis allé visiter les installations au Danemark en particulier, hein, sont extrêmement précis, et il y a des rapports qui sont disponibles, hein. D'accord. Mais par rapport aux exemples, là, on a une question aussi sur le plus grand parc de batteries en France va voir le jour à Cernay-les-Reims. Est-ce que vous avez entendu parler de ça et est-ce que c'est un peu dans la lignée des solutions de stockage que vous avez évoquées? Oui, alors oui et non. Oui, alors tout dépend de ce que l'on en fait. Alors normalement, généralement en France, quand on fait du stockage sur batterie, c'est adossé à une production d'énergie renouvelable adjacente. Donc ça, c'est pour les parcs éoliens euh, et photovoltaïques, et si possible, donc RTE, comme vous allez les écouter bientôt, RTE incite à regrouper les parcs photovoltaïques et les parcs éoliens, les nouveaux, hein, et à y mettre localement du stockage sur batterie, de manière à effectivement lisser les variations, en particulier, et bah, les deux. Euh, Ça permet aussi de compléter, et avec une limitation des puissances, puisqu'il est inutile de surdimensionner le stockage batterie, ce qui revient de trop cher, mais de le dimensionner de manière à ce qu'il soit adapté à la puissance moyenne. Et il y a un intérêt effectivement à le faire. Ça stabilise localement le réseau électrique de transport, si c'est relié au réseau de transport ou de distribution locale. En général, c'est la moyenne tension. Si c'est dans une commune, alors ça c'est autre chose. Lorsque les stockages de batteries sont faits dans une commune pour stabiliser les productions et les consommations du système du réseau de distribution électrique, alors ça a aussi un intérêt. C'est pas le même. Ça a un intérêt parce que dans les communes, les variations de production et de consommation sont vraiment très localisées, et donc on a la possibilité de faire, grâce à ce stockage, un lissage des plugins des véhicules en particulier. Je pense en particulier aux plugins des véhicules administratifs, hein, qui vont croître de plus en plus. Ça va permettre également de lisser les productions pour les parcs, comment dire, les installations photovoltaïques de toit, qui peuvent être assez importantes sur certains bâtiments communaux. Et donc, il est utile d'avoir ce genre d'installation de batterie, à condition que ça permette de ne pas surdimensionner les réseaux de distribution. Le but, c'est d'économiser, encore une fois. Et on économise évidemment en mettant des solutions intelligentes pour effacer ou les pointes, et mettre de la flexibilité, c'est-à-dire déphaser les consommations aux heures où il y a des productions. C'est ce qui est le plus intelligent, évidemment. Ça évite d'investir dans les réseaux, de doubler les lignes, hein, par exemple. Mais localement, c'est très important, puisqu'on a beaucoup moins la possibilité de doubler les lignes, hein. Donc, ça permet là aussi d'avoir une meilleure adaptation, d'une part à la production, et aussi d'adapter la consommation à ce qui est dans le stockage. À ce moment-là, quand on a du pilotage de la consommation, là, ça peut être extrêmement utile. En particulier, je pense encore, hein, à l'électrification des véhicules, en particulier municipaux, ou des flottes de véhicules industriels et tertiaires.
qui vont pouvoir se connecter là-dessus. Ce stockage de batterie, il est même indispensable pour les unités d'autoconsommation importantes, hein. Je pense particulièrement justement aux bâtiments industriels et tertiaires parce que là, ils vont réellement permettre de faciliter la gestion des charges et de décharges des véhicules. Donc là, le mode de charge et de décharge est très important et ça, je pourrais aussi vous montrer, des résultats de travaux qu'on a fait avec mon doctorant, sur l'impact du mode V2G, donc de charge bidirectionnelle des véhicules électriques, hein, qui permettent de recharger, mais aussi de décharger dans le réseau local. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, ça joue un rôle très, très important pour, éviter justement d'avoir à faire circuler des électrons inutilement sur le réseau et donc d'être beaucoup plus, autonome en termes d'échange électrique, avec l'extérieur. Merci. Je propose Il qu'on y a... prenne encore une dernière question, ou alors deux Ah oui, questions à réponse rapide. parce qu'il y a pas mal de questions quand même. Bah, il y avait Christelle qui levait la main. Oui, merci. Merci pour ce concentré d'infos. Je voulais pas en perdre une miette. C'est pour ça que j'ai pas écrit mes questions. Moi, j'en avais deux justement à propos des véhicules électriques. On nous a un petit peu vendu le pack avec cette notion de flexibilité et de stockage intermédiaire des batteries. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement aujourd'hui concrètement? Parce que pour connaître un certain nombre de propriétaires de véhicules électriques, je ne vois rien qui avance dans ce sens-là. Donc voilà, peut-être que des éléments là-dessus. Et ma deuxième question, c'était à propos du Danemark. Vous avez montré que le stockage des surplus d'électricité renouvelable allait sous forme de chaleur et qui était réutilisé en chaleur et qu'en plus, non seulement c'était un stockage, mais en plus on avait une économie de biomasse, donc c'est vraiment vertueux. Et donc là, juste une petite question, est-ce qu'on est encore au niveau de l'expérimentation et de la recherche ou est-ce que ça représente une quantité significative d'électricité qui rentre dans ce principe? Ah oui, alors là, on n'est plus du tout au Danemark dans l'expérimentation, hein. C'est généralisé maintenant, hein, depuis longtemps. Ah Et ouais, ça continue de se généraliser parce que j'étais encore il y a 2 ans et les réseaux de chaleur en particulier, donc toujours, alors au Danemark, il y a une spécificité très importante et ça, je pense que c'est un exemple aussi, c'est que les réseaux de chaleur sont tous coopératifs, ouais. tous, c'est obligatoire. Et donc les investissements sont faits au Danemark, dans les réseaux de chaleur de manière à ce que ce soit le plus intéressant pour le consommateur avec la vision qui est maintenant nationale, hein, mais qui est aussi locale, qui est d'être à 100 renouvelable avant 2050. C'est 2045 maintenant, y compris les réseaux de chaleur. Mais les réseaux de chaleur, c'est vraiment le levier pour le faire parce que, c'est de la, chaleur, renouvelable, déjà essentiellement, hein, maintenant, alors ici, j'ai mis la production électrique, voilà, chaleur. Si on regarde la chaleur, on a, effectivement, une très grande partie, on est maintenant au-delà de 70, hein, ça date de 2020 maintenant, hein, donc c'est déjà un peu vieux. L'électricité, elle est à 85 renouvelable, hein, au Danemark, hein. Donc les réseaux de chaleur, ils intègrent effectivement, quand on les visite, hein, tous des technologies, extrêmement efficaces. Donc c'est, ces fameuses pompes à chaleur industrielles et maintenant c'est couplé à des réseaux de froid, donc c'est des pompes à chaleur qui, fonctionnent également sur la partie donc, évaporateur, hein, fonctionnent sur le réseau de froid. Et en plus de ça, ils ont des pompes à chaleur à absorption qui permettent, d'utiliser directement la chaleur, haute température de la cogénération pour activer les pompes à chaleur et de froid, donc ils font les 2 avec la chaleur résiduelle de la cogénération, hein, des cheminées de biogaz ou biomasse, hein. Et ça, c'est donc, toute l'économie danoise est maintenant là-dessus, hein. Donc même les petits villages. Vous avez ici la photo centrale, ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 ans, sur le petit village de Vivel, qui est un tout petit village de 500 habitants. Et ils ont à gauche, vous voyez, alors on les voit de dos malheureusement, mais j'ai d'autres photos, hein. Le parc solaire thermique qui est
au sol, à gauche de la route. Le bloc central, qui est le réservoir d'eau chaude de tampons, qui couvre les besoins entre le jour et la semaine. Et puis à droite, vous avez, alors on ne le voit pas, vous avez l'unité de cogénération qui sert la ville. Et c'est 500 habitants. Et donc, vous voyez que même des petits villages installent ce genre de choses. C'est pareil pour Morp, qui est juste au-dessus, sur l'île de Samsø, où vous avez un couplage solaire thermique que vous voyez. Derrière, vous avez un cogénérateur biomasse et la chaleur thermique qui est produite à la fois par la cogénération biomasse et l'électricité également. Et tout en bas, c'est la ville de Grosten, qui est un peu plus grande. Ça doit être trentaine de mille habitants, entre 30 et 50 000, je ne sais plus exactement. Et là, vous voyez la grande unité de cogénération avec à son pied les panneaux le parc solaire thermique qui est couplé donc au réseau de chaleur. Et vous avez donc c'est de la biomasse et vous avez aussi du PV qui est directement sur le bâtiment. Alors ça, c'est donc plus d'expérimentation, hein, pas du tout. Alors en France, on n'est pas du tout dans cette échelle-là, hein, puisqu'on est extrêmement en retard, pas seulement sur le renouvelable, mais aussi sur la structure même de nos consommations. On est extrêmement centralisé avec des grands réseaux nationaux de gaz et d'électricité qui ont structuré toute la consommation en France. Et donc, c'est pas du tout décentralisé, c'est pas du tout des coopératives, et on a très peu de couverture de chauffage par réseau de chaleur. On doit être à peu près à 3,3% à peu près, c'est 7% des bâtiments, hein. Et puis en cogénération, c'est entre 3 et 4% selon les années. Voilà, on est vraiment pas du tout, enfin, on est très en retard. Et c'est ça aussi qui pose un problème parce que on continue à raisonner en énergie séparée. Quand on parle d'énergie en France, la plupart des gens pensent à l'électricité. Mais l'électricité, ce n'est que 16% ou 17% de la consommation finale. C'est rien. Donc, on centre tout là-dessus. Et on investit tout là-dessus. Et on empêche en plus les solutions renouvelables efficaces. Ça, c'est vraiment des erreurs économiques qu'on va payer. Euh, Puisqu'on parlait de la technologie de V2G, V2G, Oui, je sais pas comment ça se oui. dit. 2G. Et est-ce que les compteurs Linky sont compatibles à cette technologie? Il y a cette question dans le A chat. priori, oui. A Ok. priori, oui. Ah oui. Et Euh, donc là, la R5 est la première voiture équipée en standard, hein, de cette technologie, la nouvelle, là. Et a priori, c'est une technologie qui, à mon avis, va très très vite se diffuser parce qu'elle va répondre à des besoins de souplesse et de flexibilité, de stockage massif. Alors, si tout le monde est équipé ou si la moitié, alors j'ai fait différents calculs avec la moitié, par exemple, des équipements, on a un effet énorme déjà. Et c'est très intéressant sur le plan économique aussi. C'est très intéressant pour le consommateur. C'est-à-dire que c'est un service qu'il rend au réseau de distribution et par conséquent, il est rémunéré pour ça. Et ce foisonnement de véhicules, hein, si on regarde un petit peu la quantité d'électricité qu'on stocke dans une batterie, qu'on peut mettre à disposition du réseau, c'est à peu près entre 10 et 20 kWh, hein, sur une batterie qui fait 40 ou 50. On peut mettre sans aucun problème ça. Les gens n'utilisent pas beaucoup leur batterie au quotidien. Et donc, ça permet effectivement de stocker ne serait-ce que 10 kWh, hein, multiplié par 10 millions de voitures, on se retrouve avec 100 gigawattheures, hein, grosso modo, sachant que les gens ne roulent que 5% du temps. La voiture est au boulot ou à domicile sans rouler. Donc, elle peut servir directement en stockage, quoi. Alors, évidemment, il faut les systèmes de branchement. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas encore très diffusé, mais il y a des pays qui sont plus en avance et on sait le faire, hein, ça existe déjà. Donc, c'est plus de la nouvelle technologie, on sait faire ça. Simplement, il faut gérer ça et c'est très souple puisque ça se programme entièrement. Et donc, c'est le réseau qui gère à distance, en fait. Et vous êtes payé pour le faire. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si on mettait ne serait-ce que la moitié des véhicules en V2G dans 20 ans, par exemple,
on aurait grosso modo euh, plusieurs dizaines de gigawattheures stockables, hein. Donc, on stockerait beaucoup plus que dans dans les steppes. Les steppes, c'est 5 gigawattheures. Donc, on a, on a beaucoup plus de capacité et c'est très, très souple et ça répond immédiatement à la demande. Donc, ça permet de faire qu'il y ait moins besoin d'unités de backup, par exemple, pour assurer le service de stabilité en fréquence primaire. Et ça, c'est vraiment très utile. Et la cogénération fait ça très bien, l'hydraulique fait ça très bien. Mais en plus, s'il y a les véhicules électriques, là, on a une très, très grande base de flexibilité et de service primaire de fréquence. Donc ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Ça permet de baisser, encore une fois, les consommations de biomasse. Ouais, peut-être prendre la question de François Thierry qui lève la main. Oui, mais merci. Et merci pour cette clairvoyance dans les propos, la clarté et la masse d'informations partagées. Vraiment, grand merci pour ça. Juste deux petites questions techniques. Vous n'avez pas parlé de stockage inertiel qui existe. Je ne sais pas si réellement c'est quelque chose d'important ou voilà. Et dans le stockage de chaleur que l'on voit dans les villages, est-ce que c'est à l'eau ou au sable, tel que vous l'avez évoqué par ailleurs, de- Oui. qui permet d'en Alors stocker là, peut-être c'est des plus? stockages à l'eau. Enfin, l'eau est plus glycole, hein, puisque si on regarde le solaire, par exemple, thermique, on a des échangeurs, hein. Donc le solaire thermique est raccordé par échangeur. Donc lui, c'est de l'eau à glycol, hein, qui circule. Mm, Pour ce qui est des installations, alors je ne sais pas si je l'avais, mm, installation je dois en avoir une, ouais, en bas à droite, avec les Fresnel, les concentrateurs Fresnel de Heliac, hein, c'est une société danoise qui l'a fait. Ça, c'est une photo sur Meun que j'ai faite. Eh bien, ceux qui circulent dedans, c'est soit de l'huile de silicone, soit de l'eau sous pression à haute température. Alors, dans les réseaux de chaleur, évidemment, c'est de l'eau, hein. Donc, alors ça, c'est pour les basses températures. Pour la moyenne température, et donc ça, c'est ce que j'évoquais dans la technique ici. mm. Voilà. J'ai des photos, hein, mais je ne les ai pas mises, mais Oui, les oui. installations fonctionnent déjà, hein. Il y en a deux qui fonctionnent au Danemark. Pour l'instant, c'est celle sur l'île de Meun et il y a celle qui fonctionne au nord de Copenhague. Et donc, c'est enfin, un réservoir rempli de petits de cailloux de concassés, en fait, hein, de roches concassées. C'est un petit peu, c'est pas du granit, hein, c'est plutôt du schiste et qui va stocker effectivement la chaleur jusqu'à 350 degrés, hein, alors ça peut être de l'huile, mais maintenant ils utilisent plutôt de l'eau sous pression. Mais ça peut être de l'huile également, du silicone. La première installation, c'est du silicone et la deuxième, c'est de l'eau sous pression, donc qui peut monter à des températures élevées. Et l'intérêt, c'est on stocke longtemps et fortement. Donc, ça réduit beaucoup les volumes de stockage, hein, si on devait le faire avec rien que de l'eau, par exemple. Et puis, c'est surtout que ça tient très, très bien à la température. Et on peut l'utiliser directement ensuite pour la production électrique par des turbines de type ORC, turbine à vapeur. Mais est-il possible de stocker de l'énergie électrique par chauffage, par Oui, résistance, par oui, exemple, dans oui, du sable oui. à haute température? Oui, 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 oui. Ben, c'est ce qu'ils font, hein, de plus en Mm, plus maintenant. Et alors, sable donc sable ou roc, hein, mm, rockbed, hein, donc rocher, effectivement. C'est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'on stocke directement la chaleur, alors ça peut être de la chaleur solaire ou de la chaleur industrielle, hein, et puis ensuite, quand on n'a pas de grands besoins électriques, hein, puis ensuite on la déstocke quand il y a des besoins électriques de pointe. On la déstocke grâce à la turbine, et ça, c'est instantané, hein, c'est 2-3 minutes et c'est fait. Et donc, c'est pareil donc on utilise donc les turbines à la demande, hein. Et c'est pareil également pour le stockage, pardon, voilà, pour ce genre d'usine. Là, ici, ce sont les usines d'Al Energy qui sont euh, des usines de déchets biomasse, hein. Ce n'est pas de la biomasse de forêt, quoi que ce soit, c'est de la biomasse de parcs de jardin, hein, tout simplement, urbain.
Et toute la ville de Saoreux, par exemple, qui fait à peu près 50 000 habitants, maintenant, elle est alimentée en cogénération par cette usine-là. Et donc, c'est de la biomasse quotidienne. Et on a là directement une installation qui, ne pollue quasiment pas. Donc, vous voyez le tableau central, là, où vous avez les émissions qui sont absolument très, très faibles hein, par rapport au NOx, au CO et à la poussière. Quasiment pas de poussière. Il n'y a pas besoin de filtre sur les cheminées hein, en particulier. Et ça utilise toute la biomasse. Et avec des rendements qui sont de 85 à 90% et qui peuvent même passer à 115% quand il y a la pompe à chaleur à absorption qui est mise en relais à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment très, très... C'est la cogénération intelligente parce que ça répond à la demande et ça stocke évidemment une partie de la chaleur dans la chaleur haute température hein, et basse température, les deux. On peut utiliser les cheminées en particulier pour faire grâce à la pompe à chaleur absorption, pour faire de la cogénération avec une turbine ORC, qui n'est pas sur le schéma, mais qui est derrière. Alors écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour leur pause déjeuner. Je pense qu'il est Oui. raisonnable de s'arrêter. En tout cas, un grand merci Thierry pour cette présentation passionnante et je pense que le nombre de questions est le reflet. Voilà, on a pulvérisé le temps de nos D'accord. webinaires habituels. Bon. Je vais reprendre la main sur le partage simplement pour le mot de la fin et en tout cas à tous le webinaire pour ceux qui n'ont pas eu le temps de choper toutes les informations fascinantes. Voilà, il y aura la présentation qui sera republiée sur la chaîne YouTube du DGENR. Et ma foi, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour les prochains événements. Il y a aussi voilà, tous les événements à retrouver sur le site Géclair et les générateurs pour nos prochains événements dans les semaines et les mois qui viennent. En tout cas, un grand merci à tous pour votre venue aujourd'hui et un grand merci à Thierry pour son intervention riche en contenu et très intéressante. Merci beaucoup à tous et au revoir et peut-être à une autre fois sur tel ou tel aspect de l'énergie. Et êtes-vous mobilisable assez facilement?